habitat. Généralement, on a recours à la géothermie de surface pour pouvoir climatiser les bâtiments. Ainsi donc, la considération d'un puits provincial permettant de refroidir les bâtiments est donc utilisée. Il est donc question ici de s'interroger par rapport à la réalisation de ce puits provincial en région tropicale, d'où notre problématique. Pour donc apporter des solutions à cette problématique, nous nous sommes proposés les objectifs suivants, à savoir une étude expérimentale consistant à la conception et à la réalisation d'un module d'acquisition de données, procéder à une campagne de mesure de la température du sol en fonction de la profondeur et un traitement de données expérimentales obtenues. Ensuite, nous avons procédé à une étude théorique consistant à un échantillonnage et une caractérisation des propriétés thermophysiques du sol. Puis, nous avons tracé le profil de la température du sol et avons enfin procédé à une étude comparative entre les résultats théoriques et expérimentaux. Ceci, Monsieur le Président du jury, dans le but de se rassurer de l'adaptation du modèle proposé dans la littérature en région tropicale. Permettez-nous, honorables membres du jury, de vous présenter le fonctionnement d'un puits climatique. En effet, il est constitué d'un tube enterré qui admet à son entrée de l'air chaud et celui-ci sera acheminé vers le local pendant que cet air sera en train de fournir ses calories au sol. On obtiendra donc de l'air frais dans le local, d'où le rafraîchissement. Nous avons dû donc procéder à un choix et à une préparation du site d'expérimentation. Le site d'expérimentation sur lequel nous avons travaillé possède les caractéristiques géophysiques suivantes. Nous avons 4,05 46 degrés latitude nord, 9,74 67 94 longitude est. Il est situé à une altitude de 13 mètres au-dessus de la mer. Il est également situé en ligne droite par rapport à l'INSEE de l'Université de Douala à 300 mètres. Le choix du site peut être justifié ici par le fait que nous devrions effectuer des mesures sur l'étendue du territoire de la ville de Douala. Mais étant donné que nous ne possédions qu'un seul module d'acquisition de données, il a été donc question pour nous de concentrer notre étude au centre même de la dite ville. La préparation du site consistait donc au forage de la zone d'expérimentation afin de pouvoir mener les différentes études. Pour ce qui est de l'aspect expérimental de notre étude, nous avons procédé de prime abord à une étude expérimentale par la conception d'un module d'acquisition de données dans lequel on trouve une centrale de traitement de données. Cette centrale de traitement de données qui est chargée de prendre l'information qui provient des différents capteurs et ces informations arrivent au niveau de la centrale. Ces informations sont traitées, affichées au niveau de l'écran et stockées au niveau de la carte mémoire. Cette centrale de traitement de données est alimentée en 12 volts ou en 5 volts par une batterie d'accumulatrice. Cette batterie est alimentée par une plaque photovoltaïque, soit le secteur Eneo à travers un chargeur de batterie Sakura en cas d'absence prolongée de soleil. En nous avons aussi un ordinateur auquel on a raccordé deux thermocouples qui prennent aussi les températures en profondeur. Après la conception et la réalisation de ce module d'acquisition, nous avons procédé à l'étalonnage de nos différents capteurs avec les capteurs étalons Campbell, qui sont les thermocouples de référence de type T, à travers les points fixes de l'eau. Après cet étalonnage, nous avons donc procédé à la fixation des différents capteurs sur une règle de bois de 2,6 mètres à distance de 60 cm par capteur. Après la fixation des différents capteurs, nous les avons enfuis dans le sol afin de prélever les mesures. Et en même temps, nous avons aussi mis de part et d'autre les thermocouples Campbell afin de vérifier notre étalonnage. Le décor étant planté, nous avons donc procédé à la campagne de prise des données. Cette campagne de prise de données qui ne nécessitait pas tellement la présence des hommes, car notre module d'acquisition fonctionne de la manière suivante.
Le temps d'acquisition étant de 5 minutes et l'enregistrement étant aussi de 5 minutes, actualisation de 3 secondes. Et nous avons une forte capacité mémoire pour stocker jusqu'à pendant 2 mois dans une table de 2 gigas nos informations et une forte batterie. Donc nous avons donc obtenu finalement 288 valeurs par jour à raison de 5 enregistrements, d'un enregistrement après 5 minutes, soit 8640 données par mois et par capteur. Honorable membre du jury. Pour mieux apprécier le potentiel thermique de notre sol, nous avons dû utiliser le modèle théorique de la température utilisée dans la littérature, qui est obtenu à partir de l'équation générale de la chaleur, qui a pour condition aux frontières un signal sinusoïdal de la température à la surface du sol, une condition de Fourier à l'infini. À l'aide de la méthode de séparation des variables, nous avons pu obtenir l'équation ci-dessous. L'équation de la température en fonction du sol. Et là encore, on constate que cette équation est fonction des paramètres du sol et de la nature du sol. Nous avons donc procédé à l'échantillonnage de notre site par carottage à l'aide d'une boîte. Cet échantillon a donc été soumis au laboratoire géotechnique de l'Institut supérieur de la Salle. Cet institut qui a donc procédé par l'analyse granulométrique nous a fourni un certain nombre de résultats. Pour donc mener à bien cette expérience, nous avons eu recours à certains logiciels, notamment MATLAB qui nous a permis le traitement numérique de notre équation générale de la chaleur, AutoCAD pour les différences de sang, Proteus pour la conception et la simulation de notre schéma électrique, Arduino pour la programmation de notre centrale de traitement de données, Excel pour ressortir les courbes de nos résultats expérimentaux, et enfin LaTeX comme éditeur de texte. À travers cette méthodologie, Monsieur le Président, nous avons obtenu un certain nombre de résultats. Concernant les résultats, rappelons ici que notre premier objectif était la réalisation d'un module d'acquisition de données. Honorable membre du jury, nous vous invitons, si vous le permettez, à vous lever et à venir observer de près notre module d'acquisition de données. Honorable membre du jury, ce que vous voyez là constitue notre module d'acquisition de données. En fonctionnement, cette tige que vous observez est implantée dans le sol. Il est constitué d'une unité d'acquisition de données qui a pour rôle de relever les données au niveau de nos capteurs, les capteurs DHT22 et DS18B20. Voici les capteurs DHT22 et voici le capteur DS18B20. Ces données sont donc acquises par la centrale de traitement des données, puis affichées à l'écran et enregistrées sur une carte SD. Voici notre carte SD. Cette centrale est donc alimentée grâce à une batterie accumulatrice. La batterie peut l'alimenter soit en 5 volts, soit à 12 volts. La batterie, quant à elle, se charge grâce à cette plaque, à ce panneau solaire photovoltaïque, ou bien grâce à ce chargeur de batterie en alimentant une tension de 12 volts. En parallèle de ce système d'acquisition de données, nous utilisons également un ordinateur raccordé à des thermos au moment du jury qui peut arriver qu'au bout de terminage, nous irons traduire. C'est pour cette raison que les démos peuvent être également implantés dans le sol dans le but que nous puissions nous rassurer de la véracité de notre étalonnage. Maintenant, en parallèle, nous avons donc un ordinateur. Cet ordinateur, son rôle simple, c'est juste de pouvoir téléverser le programme dans notre centrale de traitement de données. À l'aide de cette centrale, il y a un microcontrôleur qui s'appelle Arduino, qui a pour rôle de gérer toute la cadence, c'est-à-dire enregistrement, actualisation en 3 secondes, enregistrement après chaque 5 minutes. Là, c'est en train de principe de fonctionnement de notre module d'acquisition de données. Honorable membre du jury, ce module d'acquisition de données nous a ainsi permis d'obtenir une base de données. Cette base de données est représentée juste en annexe de vos documents. Et ce tableau qui est en face de vous représente les moyennes hebdomadaires de chaque capteur à différentes profondeurs du sol. Nous avons également les valeurs de température et d'humidité.
Si nous regardons de près ce tableau, nous allons constater que les valeurs moyennes des températures varient faiblement pendant la semaine, ce qui témoigne ici de l'inertie thermique de notre sol. L'inertie représente la capacité qu'a un sol à pouvoir résister aux agressions thermiques, c'est-à-dire à la variation des températures produites en surface. À l'aide de cette base de données, nous avons représenté l'évolution expérimentale de la température en fonction de la profondeur du sol. Si nous regardons bien cette courbe, nous allons constater qu'elle suit une loi sinusoïdale d'une amplitude qui varie au fur et à mesure que l'on entre en profondeur. Et cette amplitude devient presque nulle à partir d'une profondeur de 80 cm du sol. Ce 80 cm représente ainsi la profondeur de pénétration thermique. La profondeur de pénétration thermique ici représente la profondeur à partir de laquelle, s'il est possible de pouvoir réaliser un puits tropical, c'est à ce niveau qu'on doit faire le terrassement. Par ailleurs, nous constatons que la température moyenne ambiante est de 27,74 degrés Celsius et celle en profondeur à 2,60 mètres est de 27,27, soit une différence de 0,47 degrés. Cette différence de température est très faible. Concernant donc l'aspect théorique de notre étude, nous avons dit précédemment que nous avons fait un échantillonnage, nous avons déterminé les caractéristiques thermophysiques de notre sol. Et comme résultat obtenu, nous avons travaillé sur un sol argileux à structure serrée avec une masse volumique de 2560 kg par mètre cube et un pourcentage massif d'eau de 47%. À l'aide de ces paramètres, nous sommes donc rentrés dans la littérature dans les différents catalogues où nous avons pu déterminer d'autres éléments, d'autres paramètres de notre sol, tels que la conductivité thermique, la diffusivité thermique. Et à l'aide de ces données, nous avons définir un ensemble de paramètres d'entrée pour notre modèle théorique. Avec donc ces paramètres d'entrée et en prenant un albédo de 0,65, nous avons pu ainsi ressortir le modèle théorique d'évolution de la température en fonction de la profondeur. Si nous regardons dans cette évolution, nous allons constater que la température ambiante est très élevée, 32,8 degrés Celsius. Elle est très éloignée de notre modèle expérimental, d'ordre de 7 degrés Celsius. Face donc à cette non-concordance des données expérimentales et théoriques, nous nous sommes donc posé la question, est-ce nos propres paramètres d'entrée qui font défaut ou bien les paramètres d'entrée du logiciel de simulation? Face donc à cela, nous avons procédé par une variation de nos paramètres. Et en variant ainsi l'albédo à 1, nous avons constaté que les prouves théoriques se rapprochaient au mieux de nos résultats expérimentaux. Or, en prenant l'albédo égal à 1, cela est quasiment absurde. D'autant plus qu'un sol ne pourrait totalement réfléchir les rayons lumineux qui atteignent sa surface. Nous ne pouvons donc arriver à une seule conclusion. Le modèle théorique qui est défini dans la littérature ne correspond pas à nos paramètres ici en région tropicale. Et cela est dû aux paramètres empiriques A latente, B latente et C latente qui ont été définis en fonction des paramètres de la région tempérée. Face donc à ces résultats, nous sommes amenés à prendre un certain nombre de décisions. À l'issue de ce travail de recherche, où il était question pour nous de nous prononcer face à la faisabilité d'un puits en région tropicale, il en ressort que nos résultats sont en adéquation avec ceux obtenus par Dea Mitrando lors de ses travaux, selon lesquels un puits tropical est sans intérêt. Néanmoins, ces différents résultats pourront servir de base pour d'éventuelles recherches sur le puits tropical. Nous vous remercions pour votre aimable attention et restons ouverts à toute critique et suggestions. Merci, cher enfant. Vous avez fait exactement 15 minutes, 36 secondes de 3 tiers. Monsieur Dumont, vous avez l'occasion de lire ce document. On vous passe la parole pour examiner la profondeur et la véracité des résultats. Merci, Monsieur le Président du jury. Je crois que pour le début de soutenance, j'espère que les autres ont vu la barre très haute.
qualité de la présentation était telle que j'avais l'impression d'assister à une soutenance de thèse. Dans tout il était. Et ce n'est pas un hasard. Pendant près de 3 ans, ces enfants sont arrivés ici, c'était à quoi de pardon. Mais en 3 ans, on a au moins fait de quelque chose. Ce n'est que ça l'intérêt de l'enseignement, la joie qu'on peut avoir. De voir les étudiants avoir une maîtrise parfaite de ce que l'académie demande dans le cas de soutenance. Donc pour résumer, vraiment merci pour cette présentation. J'espère que les autres vont et elle va nous servir de base. Donc, ceux qui sont là, il faut vraiment mieux les entendre. Pour revenir maintenant sur la soutenance, les parents arrivent généralement le jour de la soutenance. Parfois, ils peuvent être appelés à y être, ou ne pas y être. Mais on donne l'opportunité aux parents de venir voir, avoir un premier contact avec les enseignants pour dire que ce n'est pas seulement la soutenance, telle que vous la voyez, mais ces enfants, pendant 3 ans, au quotidien, ils étaient à l'école et ils ont été toujours présents. Ils étaient là lorsqu'on voulait. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose, ils étaient toujours là. Donc, soyez fiers de vos enfants parce qu'ils ont fait exactement le travail qu'ils font. Maintenant, pour arriver au niveau de l'évaluation, on a des canons très clairs. Premièrement, la présentation du PowerPoint. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. La voix et le timbre vocal, la modulation de voix qu'on demande à un enseignant, il n'y a rien à dire. Maintenant, au niveau de la présentation du travail, je dis déjà merci. Je ne sais pas si c'est leur encadreur qui a tenu à ce qu'il le fasse, mais la tête, c'est au niveau de la thèse. La tête, c'est au niveau de la thèse. Ce n'est pas évident. Je me demande bien comment ils ont pu. Mais ça demande un travail énorme. Donc, ce n'est pas Word. C'est un éditeur vraiment au niveau de la thèse. Et certaines thèses même sont en Word. Donc, je vois une maîtrise générale fluide. Le document est propre. Il n'y a vraiment rien à dire. Il n'y a rien à dire. Maintenant, quelque chose me surprend. Je vois tout se relever. Tout à l'heure, on en parlait avec le docteur Neuf. En 3e année, ce n'est pas évident d'avoir ceci. Je crois que c'est la première fois, je me souviens, qu'on puisse voir des étudiants avoir l'état d'esprit de produire ces résultats et de nous les montrer ici, qui sont des résultats qu'on peut caler et savoir effectivement que c'est vraiment ce qu'ils ont pu faire. Donc je dis vraiment merci. Je me demande si c'est les étudiants de 3e année. C'est ça la question. Ouais, c'est vrai, je me pose cette question. Bon, donc dans l'ensemble, ça va. Maintenant, en ce qui concerne, je suis les ordinateurs, donc les deux là sont. Voilà, donc je vais prendre. Donc, en ce qui concerne le résumé, comment il y a les étapes, puisque je donne ce cours de méthodologie de la recherche, les étapes du résumé ont été respectées. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. C'est propre. Il n'y a pas de faute. C'est propre, il n'y a pas de faute. C'est tellement beau que bon, parfois quand c'est trop beau, il peut y avoir des choses qui ne sont pas bien. Maintenant, j'ajuste bien mes lunettes pour recommencer maintenant. Bon, allons-y. Première des choses, au niveau des remerciements, ça c'est juste le tour de forme. Donc, c'est un mémoire, donc on n'avait pas besoin de mettre remerciement en remerciement, mais j'en ai vu. Voilà. D'accord? C'est des remerciements. Voilà, donc il faut enlever tel nom. Nous, on voit un travail qui a été fait par propre du début jusqu'à la fin.
Donc, c'est le remerciement tout simplement. Bon. Au niveau des remerciements, j'ai été remercié dans la vague. Donc, je veux mon nom dans les remerciements. Voilà. Bon. C'est pour ça qu'il y a la vidéo aussi. Sincèrement, Après, je ils vont notifier à vais partir de ça. poser quelques questions. Mais je suis un peu ému parce que ces enfants ont fait un travail formidable. Donc, je vais commencer d'abord par la conclusion. À un moment donné, vous dites que c'est sans intérêt. La faisabilité du bureau canadien en milieu tropical est sans intérêt. En tout cas, vous arrivez à cette conclusion. Est-ce qu'elle est rigide ou alors il y a des paramètres qui peuvent justifier cela? Est-ce qu'elle est rigide? Est-ce que c'est vraiment sans intérêt? Monsieur, pour réaliser un puits tropical, on observe la différence des températures qui est observée entre la profondeur et l'ambiance. Dans le cadre de nos recherches, dans le cadre de notre étude expérimentale, nous avons découvert que la différence de température est de 0,47 degrés Celsius. Si on fait souffler l'air ambiant à travers le sol, on peut avoir une différence de température entre l'entrée de l'air et la sortie d'ordre de 0,1 degré Celsius. Vraiment, si on essaie de comparer les coûts de terrassement, les coûts pour la mise en place d'un pareil dispositif, pour pouvoir obtenir un rafraîchissement d'ordre de 0,1 degré Celsius, vraiment, monsieur, mais pour moi, c'est un perdant. Ok, bon, je dis merci parce que dans votre bibliographie, j'ai bien vu les travaux de Diop. Je n'ai pas vu, sauf si j'ai mal lu les travaux de M. Fonga. C'est là-dedans qui était pratiquement parmi les premiers à commencer le puits canadien ici. Donc, il faut inclure ces travaux, d'accord? Voilà. Il faut également inclure ces travaux dans cela. En réalité, c'est un vieux débat, puisque ce thème, je crois que quand nous étions encore ici étudiants en 5e année, ça avait déjà commencé. Et on se posait toujours la question, à quoi ça sert, à quoi ça sert? Vous nous apportez au moins une réponse de plus. Pas pour clore totalement le débat, mais pour en faire en sorte que la faisabilité de ce puits à l'INSET, parce que là il faut bien préciser, parce que quand vous dites en milieu tropical, il faut plusieurs sols, là vous avez fait un peu pratiquement ça. Donc au moins ici à l'INSET, on a au moins vu que la différence de température est très faible pour pouvoir justifier tout le reste. Bon, au niveau de l'échantillonnage, comment vous avez procédé pour choisir le site? J'ai vu le système par carottage. Le site d'expérimentation. Nous avons, comme notre collègue a dit, le site n'a pas été choisi de manière fortuite. Le site a été choisi en fonction de la symétrie centrale de la ville de Douala. En plus, pour donc maîtriser ces caractéristiques, nous avons donc procédé à l'échantillonnage. Cet échantillonnage a donc été fait à partir d'une boîte par carottage. Un carottage qui consiste à prendre. Avant d'aller faire. Vous avez fait ça ici? À l'INSET? Non, monsieur, à 300 mètres.